S'il y a bien une chose que la série Zelda arrive à faire, c'est de donner envie d'explorer, d'arpenter les différents lieux que les jeux offrent aux joueurs. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la place de la nature, des environnements et éléments naturels dans la saga Zelda. Par définition, la nature est l'ensemble des choses existantes sans intervention de l'être humain. Il s'agit de l'ensemble des éléments compris dans le sol, le climat, la végétation, l'eau, etc. Et pour ceux qui ne le savent pas, la série Zelda est justement née grâce à cette nature. Son créateur, Shigeru Miyamoto, qui est aussi celui de Mario, a inventé le premier jeu Zelda en s'inspirant de ses nombreuses explorations et escapades dans la nature. Les sentiments que Miyamoto, enfant, ressentait dans ses balades dans les forêts, les grottes, etc., sont plutôt bien retranscrites dans le jeu. La suite de la série a donc toujours continué sur cette lancée, mettre en avant l'exploration, tout particulièrement l'exploration en pleine nature. Dans chaque jeu, les différents paysages naturels sont assez diversifiés. Link a la possibilité d'arpenter des plaines, des plages, des forêts, des volcans, des déserts et j'en passe. Même les différents peuples rencontrés dans les jeux vivent parfois dans un espace naturel légèrement aménagé. C'est le cas par exemple des Zora dans Ocarina of Time qui habitent une grotte irriguée par quelques courants d'eau, comme c'est souvent le cas dans de nombreux jeux. Les Korogu dans The Wind Waker habitent dans le feuillage de l'arbre Mojo, leur protecteur. On peut aussi citer les Gorons qui vivent souvent dans des grottes creusées dans la montagne de la mort ou tout autre volcan. Bref, mis à part les populations humaines, la nature reste le lieu de vie d'énormément d'espèces, comme c'est le cas dans le monde réel finalement. La saga Zelda est notamment connue pour proposer différents donjons à travers ses jeux. Eh bien, même ces temples ont très souvent des thèmes basés sur des éléments naturels. Des temples de la forêt, des temples du feu, des temples de l'eau, des temples du vent, et j'en passe. Même les objets que l'on obtient dans ces temples offrent souvent le pouvoir de contrôler la nature, et pas seulement ceux que l'on obtient dans les temples d'ailleurs. Dans plusieurs jeux, comme Ocarina of Time par exemple, les flèches de Link, quand il tire à l'arc, peuvent devenir des flèches de feu, ou encore des flèches de glace. Dans Zelda Twilight Princess, dans le temple sylvestre, Link obtient un boomerang capable de générer des tornades. Cela n'est d'ailleurs pas sans rappeler The Wind Waker, qui offrait la possibilité de contrôler le sens du vent grâce à la baguette du vent. D'autres jeux, comme Zelda Spirit Tracks ou encore Zelda A Link Between Worlds, proposaient à Link d'utiliser la baguette des sables, objet magique permettant de faire bouger le sable pour créer des plateformes surélevées. Et il y en a encore plein d'autres. Mais bref, vous l'aurez compris, les créateurs de la série mettent énormément en avant la nature dans leurs jeux. Et parfois, cela permet de faire un petit peu de science. Par exemple, dans Zelda Oracle of Seasons, Link doit parcourir le monde d'Holodrum pour récupérer 8 reliques ancestrales. Ces 8 reliques, appelées les 8 essences de la nature, sont en fait les 8 véritables éléments dont une plante a besoin pour naître, pour vivre et pour grandir. Ces 8 essences sont la terre fertile, le don du temps, le soleil brillant, la pluie apaisante, la chaleur nutritive, le souffle du vent, la graine de vie et enfin le cycle des saisons. Comme l'indique le nom de la dernière relique et comme l'indique tout simplement le nom du jeu lui-même, Oracle of Seasons est un jeu qui parle beaucoup de la notion de cycle. Dans ce jeu, grâce au sceptre des saisons, le héros gagne le pouvoir de changer les saisons à sa guise pour avancer dans sa quête. La description allant avec l'essence du cycle des saisons dira même « Au printemps, on sème, en été, c'est la croissance, à l'automne, les fruits sont gros, en hiver, vient le sommeil. » C'est le cycle de la vie, le cycle des saisons. Mais la série Zelda nous apprend aussi des choses sur les animaux, car certaines espèces présentes dans les jeux s'inspirent de véritables espèces. C'est le cas par exemple des Célestriers dans Zelda Skyward Sword.
Ces grands oiseaux sur lesquels se déplacent les habitants de Célesbourg sont en fait inspirés des becs en sabot du Nil, de grands oiseaux retrouvables sur le continent africain. Les singes de Firon que l'on rencontre dans Zelda Twilight Princess semblent faire référence aux véritables macaques. Dans Zelda Breath of the Wild, le joueur peut rencontrer des dizaines d'espèces d'animaux différentes. De nombreuses d'entre elles sont évidemment inspirées de véritables espèces de notre monde réel. Pour n'en citer que quelques-unes, les chiens iliens prennent l'apparence de bergers australiens. Les élans de Tabanta nous font évidemment penser aux élans retrouvables sur le continent américain. Les renards des plaines s'inspirent des renards roux, etc., etc. Au total, le jeu propose de découvrir environ 80 espèces d'animaux différentes, sans compter les différents poissons et insectes peuplant Hyrule. Le joueur a d'ailleurs la possibilité de prendre en photo chaque animal pour les ranger dans son encyclopédie d'Hyrule, cette dernière apportant un court texte de description pour chacun d'entre eux, nous prouvant au passage à quel point la nature est mise à l'honneur dans cet opus. Cependant, la série Zelda transgresse parfois les règles scientifiques de notre propre monde, rendant parfois la nature bien plus vivante qu'elle ne l'est déjà. Certaines plantes sont parfois dotées de mouvements, de conscience et même de paroles, comme l'arbre Mojo qui revient dans de nombreux jeux. Elles forment même, quelquefois, des peuples à part entière, comme les Tikwi de Skyward Sword, les pestes Mojo de Ocarina of Time, Majora's Mask et Echoes of Wisdom, ou encore les Korogu de The Wind Waker, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. La nature représente même parfois un danger. Il nous vient tout de suite en tête les bois perdus, qui apparaissent dans de nombreux jeux et qui, en fonction de l'opus, ont même parfois le pouvoir de transformer les gens ou de leur jeter une malédiction, comme c'est le cas dans Ocarina of Time par exemple. Bien, je pense que nous avons compris que la nature occupait déjà une place plutôt importante pour les créateurs des Zelda. Cependant, à la sortie de Breath of the Wild en 2017, cette place s'agrandit encore plus. L'histoire du jeu raconte celle d'un Link complètement amnésique, obligé de parcourir un monde jadis dévasté pour retrouver ses souvenirs et comprendre ce qu'il s'est passé. Dans Breath of the Wild, il y a 100 ans, le fléau Ganon a ravagé Hyrule, faisant disparaître bon nombre de villes et villages. Dans le présent, l'aventure se passe donc dans un monde où la nature a complètement repris ses droits. Mais au milieu des plaines et des forêts, des ruines peuvent être retrouvées un peu partout, ça et là. Les dangers dans ce jeu sont la foudre, la pluie, la trop grande chaleur ou le trop grand froid, des dangers naturels en somme. Nous le disions tout à l'heure, Breath of the Wild propose aussi de nombreuses espèces d'animaux que le joueur peut rencontrer au fil de sa partie. Chaque animal vit dans une région particulière, et ces animaux diffèrent aussi en fonction du type d'habitat. Par exemple, dans les plaines et les forêts, Link peut rencontrer des loups brigands, tandis qu'il rencontrera des coyotes à sec dans les lieux plus arides, comme les canyons par exemple, ou des loups des neiges dans les régions froides, comme les montagnes enneigées. Certains de ces animaux poussent même parfois le joueur à l'exploration. À la sortie du jeu, plusieurs joueurs expliquaient qu'ils avaient rencontré des ours dans leur aventure. Plusieurs personnes croyaient à des fausses rumeurs, mais non, les ours sont bel et bien présents en Hyrule. Les ours mélivores sont assez rares et difficiles à approcher, et les ours empereurs le sont encore plus tant ils se trouvent en très faible nombre dans les hautes montagnes. Il suffit tout simplement de bien explorer. La nature et l'exploration n'auront jamais autant été au centre d'un jeu Zelda, et on comprend bien les messages que les créateurs ont voulu transmettre dedans. Dans Breath of the Wild, la nature est mise sur le devant de la scène, elle est sublimée. La rancœur de Ganon, substance noirâtre rosée, symbolise quelque chose de mauvais et d'impur. Elle réussit à corrompre la technologie et souille le monde un peu partout. La rancœur représente donc la pollution, salissant la nature partout autour du monde. La morale de Breath of the Wild reste cependant que l'on peut utiliser la technologie comme bon nous semble, elle peut même se retourner contre nous, la nature finira toujours, tôt ou tard, par reprendre ses droits. Le jeu qui prend sa suite directe, Tears of the Kingdom, continue sur la même lancée que son prédécesseur.
Ici, les créateurs ont laissé la possibilité aux joueurs de jouer directement avec l'environnement. Link peut utiliser les troncs d'arbres, les rochers, les branches et j'en passe pour construire à sa guise, ce système n'ayant pour seule limite que l'imagination des joueurs. Dans cette nouvelle histoire, les miasmes toxiques de Ganondorf souillent le royaume de toutes parts, à la manière de la rancœur de Ganon de Breath of the Wild, en rendant les habitants d'Hyrule malades. Ceci est une nouvelle fois une analogie à la pollution, toxique pour la nature, mais aussi pour nous-mêmes. On remarque assez facilement que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom s'inspirent beaucoup des films du studio Ghibli. On reconnaît les influences notamment de Nausicaa de la Vallée du Vent, surtout dans l'esthétique des profondeurs d'Hyrule, mais aussi de Princesse Mononoke, deux films véhiculant de forts messages écologiques. Je le redis ici, il est prévu que je fasse une vidéo sur l'influence des films Ghibli sur la série Zelda, je ne sais juste pas quand, voilà. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom en profitent aussi pour donner de véritables informations scientifiques. Par exemple, ce n'est pas pour rien si les feuilles des arbres des îles célestes de Tears of the Kingdom sont jaunes. Dans notre monde aussi, si des plantes sont exposées pendant trop longtemps et de manière trop intense à la lumière, leurs feuilles deviendront jaunes. En effet, une trop forte lumière détruira la chlorophylle présente dans les feuilles, et c'est justement la chlorophylle qui est à l'origine du pigment vert. Dans Tears of the Kingdom, ces arbres au feuillage doré ont passé des siècles au-dessus des nuages, les rapprochant donc du soleil et n'étant jamais à l'ombre des nuages, expliquant alors la couleur de leurs feuilles. Pour rester sur les informations scientifiques, il nous est possible de rencontrer dans Breath of the Wild et dans Tears of the Kingdom des chevaux squelettes. Alors non, je ne suis pas en train de vous dire que les squelettes vivants existent dans la nature. En revanche, pour ce qui est de l'apparence, les créateurs des jeux n'ont rien inventé. Dans notre monde réel, les squelettes de chevaux ressemblent exactement à ce qui nous est montré en jeu. Il y a plein de petites informations comme celle-là, c'est cadeau et ça fait toujours plaisir. Que ce soit dans Breath of the Wild, Tears of the Kingdom ou tout autre jeu de la saga, nous avons vu que la nature était souvent au cœur de l'histoire qui nous était contée. Dans plusieurs jeux, on nous raconte que le néant veut détruire le monde, et ce depuis sa création même. Il est de notre devoir de nous rappeler que nous faisons partie de ce tout, de cette nature, de cette vie qui nous entoure. Et c'est ça que la série Zelda nous demande. La vie est belle par le simple fait qu'elle existe. Il suffit simplement de savoir où regarder. De la minuscule coccinelle à la géante baleine bleue, du plus petit pissenlit au plus grand des baobabs, en passant par vous, par moi, nous sommes toutes et tous des fruits de cette nature existant depuis des millénaires. Il est donc de notre devoir de la protéger. D'ailleurs, au moment de la sortie de cette vidéo, nous approchons du 5 juin, soit la journée mondiale de la protection de l'environnement. Il est donc très intéressant de se renseigner à ce sujet, et je vous en serai très reconnaissant si vous le faisiez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Les images que vous voyez actuellement à l'écran sont des vidéos que j'ai moi-même filmées lors de mes nombreuses balades et explorations dans la nature, autour de chez moi, dans mon Limousin où je suis né, où j'ai grandi et où j'ai toujours vécu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse avec les images et je vous dis à bientôt.